Vous serez probablement d'accord pour considérer que traiter une personne de manière défavorable en raison de son sexe ou de sa couleur de peau est problématique. Vous savez peut-être que juridiquement, il s'agit d'un acte discriminatoire qui est prohibé en droit français. Pourtant, malgré cette prohibition, on constate qu'une femme est en moyenne rémunérée 20% de moins que son collègue masculin pour le même travail. On constate également qu'une personne, un individu perçu comme noir ou arabe, a 20 fois plus de risques de subir un contrôle de police. Dans ces deux situations, et malgré la prohibition, on constate un écart entre ce que dit le droit et ce que révèlent les faits. Cette distanciation entre la règle juridique et les comportements sociaux caractérise ce qu'on appelle une situation d'ineffectivité du droit. Et cette situation d'ineffectivité du droit, au-delà de ces deux seuls exemples, est précisément le problème principal du droit à la non-discrimination en France. La question qui anime ma thèse est donc la suivante. Comment est-il possible d'améliorer l'effectivité du droit à la non-discrimination? Et puisque je suis juriste, comment est-il possible de l'améliorer en rationalisant les textes et en réorganisant les mécanismes juridiques? Pour répondre à cette question, je m'inspire énormément de ce qui a été fait au Canada lors des 60 dernières années. Prenons, si vous le voulez bien, 3 exemples pour expliquer un petit peu la démarche. Premièrement, il faut évidemment que les énoncés juridiques soient précis et intelligibles. Simplement parce qu'il faut qu'ils soient accessibles, compréhensibles et invocables par les victimes de discrimination. Or, le problème en France est que le droit antidiscriminatoire souffre d'une complexité excessive et d'un manque d'intelligibilité. Alors qu'au Canada, dès les années 60-70, les codes et lois sur les droits de la personne ont permis de rationaliser ce dispositif antidiscriminatoire en réunissant l'ensemble des dispositions en une seule loi pour rendre le dispositif accessible à l'ensemble des acteurs. Deuxième exemple, il faut aussi que les procédures servent efficacement l'action en justice des victimes. Or, n'ayant pas été conçues en France en tenant compte des spécificités du contentieux antidiscriminatoire, eh bien ces éléments procéduraux, le plus souvent, sont des éléments dissuasifs à l'action en justice des victimes ou des entraves au succès de leur cause. Face à ce type d'obstacle, le juge canadien a quant à lui développé depuis plusieurs années différents éléments de souplesse dans l'interprétation du droit et dans le fonctionnement institutionnel pour essayer de minimiser autant que possible les effets négatifs de ces éléments procéduraux. Troisième et dernier exemple, il faut également évidemment que le juge soit compétent et bien formé. Or, l'appréhension de la discrimination par le juge français laisse parfois à désirer dans la mesure où le juge fait encore preuve d'un manque d'expertise sur certaines questions du droit à la non-discrimination. Outre-Atlantique, là encore dès les années 60-70, le choix qui a été fait est celui de la spécialisation des juridictions sur le droit à la non-discrimination. Cette spécialisation juridictionnelle a permis de développer une expertise manifeste du juge et elle a permis progressivement l'émergence d'une jurisprudence extrêmement audacieuse et aussi elle a permis d'affiner la technique du juge pour arriver in fine à un traitement juridictionnel extrêmement efficace. Voilà, alors on voit que pour ces 3 exemples et pour bien d'autres, l'éclairage et la comparaison avec les expériences canadiennes est particulièrement intéressante. Elle permet de penser le droit français de manière critique et pour conduire cette comparaison, j'ai été amené dans le cadre de mon contrat doctoral grâce à l'Institut des Amériques à me rendre pendant 3 ans à Montréal pour coordonner le pôle Canada de l'Institut des Amériques. Ça m'a permis évidemment pour ma thèse d'être au plus près des acteurs canadiens, mais cela m'a permis aussi d'assurer et d'engranger une expérience académique particulièrement enrichissante que je recommande évidemment à tous les doctorants qui travaillent sur les Amériques ou comme moi entre la France et les Amériques.